Ouais, c'est une question très difficile parce que ça peut déclencher des abus. Un bon cas d'abus est un cas dont on ne connaît pas l'existence. C'est peut-être un peu naïf, mais j'arrive pas à me dire qu'avec un sujet aussi important que la mort, on puisse, enfin voilà, il puisse y avoir des abus en fait. Je me dis que si, en plus surtout si c'est passé dans un cadre légal et que c'est une loi, etc., ce sera très surveillé quoi. On veut se débarrasser de Pépé ou de Mémé, bloup. Mais globalement, si la personne est saine de corps et d'esprit et qui peut choisir, je pense que c'est bien, quoi. Après, où est la limite? Je peux même pas me poser la question parce que je sais que la limite, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la nature humaine, trouver la limite. Donc, ça me laisse. La fin de vie, c'est sans doute un des sujets. Là, on a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On a le personnel, le subjectif, le religieux. Enfin, il y a tout qui rentre en ligne de compte par rapport à un choix qui est comment on décide finalement de quitter un monde dans lequel on est arrivé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et je pense que c'est un sujet sur lequel peut-être on peut pas. Est-ce que c'est avoir une réponse définitive sur le sujet? Là aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que le jour où ça ira pas, je demanderai à mourir. Je n'en sais rien. Pour l'instant, non. Je vous dirais non. Mais on ne sait pas, parce que la vie, c'est ce que je leur dis à mes enfants, le jour peut-être où ils seront parents et que je serai grand-mère, eh ben, j'accepterai peut-être le tuyau dans la gorge et le respirateur parce que je voudrais voir grandir mes petits-enfants. C'est une question qui, pour moi, je n'ai pas encore de réponse. Je me la pose, mais je me dis que c'est les aléas de la vie qui me pousseront à choisir comment mourir, si je dois choisir ou si ça devient comme ça, bon. Mais je n'ai pas encore la réponse, mais je me la pose souvent, surtout depuis que je sais que des amis ont fait le pas, et grand bien pour eux, mais moi je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais c'est une question qui est là. Mais je n'ai pas de réponse pour moi, je ne sais pas. Le choix de mourir, ça a plusieurs dimensions pour moi. Ça a une dimension légale, c'est le débat en ce moment en France. Ça a une dimension philosophique. Et moi, je l'imagine juste sur une dimension humaine. S'il m'arrivait à moi une maladie ou une dégénérescence ou des souffrances insupportables, j'aimerais qu'on m'offre la possibilité de mourir comme je le veux. Euthanasie active, euthanasie passive, suicide assisté. Pour moi, tout ça, c'est du choix à mourir. Le quoi? Suicide assisté. C'est pas à l'hôpital? Le suicide assisté. Parce qu'il y a la mort assistée à l'hôpital, mais il y a aussi le... Je sais pas ce que c'est. Bah... Enfin, je suis pas au courant du coup de ce que c'est, mais pour moi, c'est... On aiderait quelqu'un à se suicider. Bah, c'est bizarre de savoir quand tu vas mourir quand même. Enfin... En vrai, d'un côté, là, je suis en train de réfléchir. Si les personnes sont vraiment mal et que c'est leur besoin de quitter ce monde... En vrai, c'est triste, mais peut-être que c'est la solution pour des problèmes. Il faut que ce soit vraiment discuté avec la personne. Admettons, tu es croyant, Dieu t'a donné la vie, donc du coup, tu respectes pas ton Dieu en t'enlevant la vie, quoi. Ce serait un non-respect envers la personne en qui tu crois. Ouais. Il est super particulier, votre sujet. Peut-être
Alors je suis pas sûre, mais peut-être euthanasie active, c'est le fait qu'on soit pleinement conscient du choix qu'on fait au moment où on le fait. Et l'euthanasie passive, c'est peut-être les cas où la personne est plus en compétence de choisir pour elle-même à cause de maladies peut-être mentales ou d'incapacités. Et que donc on choisit en quelque sorte pour elle de passer à l'acte. Mais je suis pas sûre. Dans l'idée de bien mourir, c'est de mourir sans souffrance. Parce qu'en fait, si on questionne les gens, je trouve que vous l'avez bien vu dans le film que vous aviez pu faire aussi sur un peu la vieillesse. C'est pas tant de vieillir et de mourir qui fait peur aux gens, c'est de souffrir. Et c'est là aussi les curseurs. La personne ne souffre pas, elle souffre à moyen, non, mais on va offrir telle ou telle solution selon son degré de souffrance aussi. Mais souffrir, c'est pas que physique en fait. C'est aussi une souffrance psychologique qu'on a des fois du mal à évaluer, qui des fois n'est pas du tout évaluée. On est tous différents, donc forcément la souffrance psychologique elle est différente selon les personnes. La définition du choix de mourir. L'idée, c'est de pouvoir mourir en toute lucidité et en pleine conscience. Alors, je n'ignore pas que c'est complexe. Le choix de mourir, c'est le choix du moment. C'est le choix où on va considérer, où je vais considérer, qu'au-delà de ça, ça n'est plus digne. C'est évidemment ma conception de la dignité. En fait, cette question de la dignité, elle est au fondement. Elle est au fondement parce que soit on considère que l'individu est ontologiquement, fondamentalement digne et que rien ne peut entamer sa dignité, donc le point de vue, on va dire, de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des dispositifs qui permettent l'euthanasie, soit on considère que la dignité est quelque chose qui est propre à chaque individu et que donc il a le droit de décider de mettre fin à sa vie à partir du moment où les choses sont indignes de son point de vue. De son point de vue et du point de vue aussi de son entourage. La première loi concernant les soins palliatifs, c'est 1999, 9 juin 1999. Dans cette loi, il est notifié que tout citoyen doit avoir accès à des soins palliatifs. Regardez aujourd'hui où on en est. On a 22 départements qui ne bénéficient pas d'une unité de soins palliatifs. Si on reste dans notre région, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un département qui a fermé son unité de soins palliatifs en 2024. Permettons déjà un accompagnement de tous. En France, 360 000 citoyens ont besoin de soins palliatifs par jour et il n'y en a que 180 000 qui ont accès à une équipe de soins palliatifs. Voilà. Appliquons déjà des lois qui ont été mises en place il y a 26 ans. Les études montrent que 9 demandes d'euthanasie sur 10 disparaissent si ces patients rencontrent une équipe de soins palliatifs et sont pris en charge par des soins palliatifs. La demande d'euthanasie, souvent, c'est parce qu'on a mal. Voilà, ça peut être un mal psychique, un mal physique ou autre, un mal spirituel, c'est une douleur spirituelle. Donc, si on arrive à trouver une solution pour diminuer cette douleur, 9 fois sur 10, cette demande, elle disparaît. Pour celles qui persistent, on a la dernière loi qui concerne les soins palliatifs, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui est de février 2016 et qui permet d'accéder à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. La loi Leonetti qui a fait avancer un peu les choses, au sens où elle a permis l'aide passive à mourir. Mais je dirais que cette situation, cette possibilité-là, cette loi-là, cette législation-là n'autorise pas en fait ce que je prônerais ou ce à quoi je suis attaché, c'est voilà, de décider, même si on n'est pas dans une situation de mort imminente ou de maladie incurable avec on va dire une échéance rapprochée, la possibilité de dire que là, on veut s'arrêter. Hein, donc et qu'on a droit à l'aide active à mourir. Bah là, j'avoue que comme j'étais pas au courant, ça me choque un peu.
Parce que quand on voit ça, tout de suite, on pense à la mort, la mort, la mort. Et moi, comme je suis pas du tout dans ce cas-là, ça me paraît affreux. On ne la vit plus, la mort. Ça se passe à l'hôpital. 75% des gens meurent à l'hôpital. Parce que la mort, c'est quelque chose dont on ne veut plus. Faudrait que j'en apprenne plus, que je voyais les débats et tout. Voilà. Pour l'instant, en France, la loi Claes-Leonetti permet aux patients, s'ils le demandent, avec avis médical, d'avoir une sédation profonde jusqu'à la mort. C'est un sédatif qui est injecté et qui peut être combiné à l'arrêt des traitements artificiels, alimentation, hydratation et respiratoire. Donc, au bout de quelques temps, qu'on ne peut pas savoir à l'avance, la personne décède. C'est ce qu'on peut appeler de l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est permettre à des malades, des mourants, d'avoir accès à une injection létale qui peuvent se faire eux-mêmes ou par un professionnel médical ou par une tierce personne. Et la nouvelle loi qui est en proposition serait celle-ci. Rendre possible une injection létale aux malades qui sont en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable. Le suicide assisté, lui, comme on peut le voir en Suisse, c'est des associations qui peuvent permettre aux malades de boire lui-même cette substance létale, alors que dans l'euthanasie active, c'est une injection qui peut être faite par un tiers. En Suisse, il faut être en capacité de pouvoir boire le produit qu'on nous donne. Donc on est en suicide assisté. La Suisse, c'est différent parce qu'en Suisse, en fait, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, c'est sorti du champ médical. C'est-à-dire que ce sont des associations, alors des associations dans lesquelles il y a des médecins, de grandes associations, mais donc on est moins dans la dimension de prise en charge hospitalière ou par le système de soins traditionnel. Je crois que le coût d'un suicide assisté en Suisse est aux alentours de 8 000 €. C'est vraiment, ce sont des mauvais termes, je trouve. Je trouve que suicide, ouais, je sais pas trop. Un suicide assisté. Jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'était tout le contraire auprès de mes amis. Donc ça me paraît étrange, ce mot. Dire un suicide, ça veut dire qu'on accuse déjà, on culpabilise quelque chose déjà de la personne qui veut cette fin de vie. Il y a 2 écoles. Il y a l'école, même pour le mot deuil, il ne faut pas parler de la mort, il faut dire que la personne est partie, que la personne n'est plus là, l'assistance fin de vie. Et puis il y a l'autre école où il faut appeler un chat, la personne elle est morte, qu'on dise qu'elle est partie ou qu'elle est morte, le résultat est le même. Mais je peux comprendre qu'on puisse vouloir adoucir certaines choses en donnant des mots plus doux pour une chose qui est difficile à vivre. J'ajouterais une chose que je n'ai pas encore dite, mais en fait cette loi elle est très inégalitaire aussi, la loi Leonetti. Parce qu'en fait, comme pour d'autres situations sociales, les gens qui veulent mourir, ils vont en Belgique, ils vont en Suisse, les gens qui ont de l'argent, je veux dire, qui ont les moyens, ils peuvent tout à fait, eux, bénéficier de services dont on ne peut pas disposer actuellement en France. En fait, c'est très délicat d'avoir un avis tranché, parce que déjà, c'est faire passer une loi, c'est décider finalement pour d'autres personnes. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un « tu as le droit à mettre fin à tes jours et à ne plus souffrir » ou « non, tu n'as pas le droit et tu vas devoir tenir jusqu'au bout ». C'est très délicat. Il y a toujours 2 faces à une pièce et je pense que ça peut aider énormément de gens si la loi est favorable, mais qu'il peut aussi y avoir des abus. C'est ni bon ni mauvais. Je serais une mauvaise politicienne parce que je ne pourrais pas prendre de décision pour d'autres. Je ne peux pas dire que je suis pour et je ne peux pas dire que je suis contre. Je peux préciser que je viens de Belgique et chez nous, c'est autorisé depuis 2002. Les Français qui font les démarches pour aller en Belgique font les démarches
mais il y a un faible pourcentage qui va jusqu'au bout de la démarche. Ce qui est la même chose en Oregon, aux États-Unis, où les gens font la démarche, vont acheter les comprimés et finalement les utilisent pas. Je pense que c'est aussi un moyen de se rassurer que je vais pouvoir maîtriser jusqu'au bout. Mais voilà, c'est le besoin du citoyen de maîtriser les choses et d'être rassuré parce que je vais mourir comme je le souhaite, comme je choisis de comment je vais mourir, comment je finirai ma vie. Personnes à domicile qui arrivent en fin de vie, c'est vraiment complexe. Est-ce qu'on fait le choix de rentrer à l'hôpital ou pas, ou en EHPAD? Quelle sera la fin selon où on se trouve? On n'a pas accès aux mêmes choses non plus. J'ai du mal à voir les dérives en fait. J'ai du mal à voir le risque et j'ai du mal à voir ce qui bloque les gens en fait. On est dans une démocratie, dans une société qui est en évolution, donc oui, pourquoi pas, faisons évoluer les lois, mais attention, restons bien vigilants. Quel garde-fou, voilà, si on ouvre, voilà, est-ce qu'on peut être garant que ce choix il sera volontaire, voilà, et pas forcé. J'ai l'impression que dans les faits, certaines personnes ont accès à des moyens de mettre fin à leur jour, parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, parce qu'ils ont un proche dans le milieu médical, et tous les autres lambda qui n'ont pas ces relations, eh ben, n'ont pas ce choix-là. En fait, il y a des choix qui existent selon où on est placé, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir tous le même choix. Enfin, en tout cas, je pense que c'est quand même connu que si on a un médecin dans sa famille ou même une infirmière, on peut avoir un accès plus facile à une fin de vie plus douce que si on est bloqué chez soi ou à l'hôpital. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais... De manière clandestine, je le suppose. Je peux pas... Ouais, vous avez vu les médias, voilà, on en parle, certains professionnels l'avouent, on a eu des procès, voilà. Donc oui, ça existe, mais de manière non légale. La loi Leonetti est très hypocrite en fait, parce que on estime, je l'ai lu donc je n'ai pas le moyen de le vérifier, à 2000 le nombre d'euthanasies effectives faites par an par des médecins. Voilà. Donc les médecins qui sont confrontés à des situations extrêmes, des situations de grande souffrance, pour lesquelles l'idée d'aller à l'hôpital pour des soins palliatifs, etc., n'est peut-être pas la plus pertinente, font les gestes qui leur sont demandés par les personnes. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand il y a des directives anticipées, c'est beaucoup plus facile quand il y a une personne de confiance qui a été désignée, font les gestes qui permettent, là on est vraiment qui permettent en fait de libérer les gens, de les soulager. C'est le dernier acte de soin, mais c'est fondamentalement un acte de soin, même si c'est donner la mort. Je sais que le serment d'Hippocrate implique, dans le serment d'Hippocrate, c'est écrit « ne pas tuer ». Le serment d'Hippocrate, comme dans toute activité humaine, comme dans toute activité importante, il est forcément avec des paradoxes, des contradictions et des tensions. Certaines personnes choisissent de le respecter à la lettre. D'autres choisissent de le respecter plus dans l'esprit en disant « ma mission, c'est de soulager la douleur et de soigner ». L'acte de tuer quelqu'un qui est en grande souffrance, qui est dépendant, qui le souhaite, c'est un acte de soin, fondamentalement.
Donc ces médecins qui agissent comme ça, ils peuvent être attaqués ou poursuivis pour homicide. Ça, c'est... Or, enfin, de mon point de vue, ils ont un acte de soin qui est d'un grand courage et d'une grande générosité. Vous allez entendre hein, que la sédation est pour certains hypocrite, mais l'intentionnalité n'est pas la même. Quand vous mettez en place une sédation, l'objectif est de soulager le patient. On sait bien qu'au bout, il y aura un décès, mais l'intentionnalité de l'acte, c'est de le soulager pour qu'il puisse partir de manière apaisée. L'euthanasie, vous faites un acte volontaire de donner la mort. Vous savez qu'au bout de votre seringue, quand vous avez fini, la personne va décéder dans les minutes qui vont suivre. Et ça, c'est important pour le soignant qui va réaliser l'acte. Son intention n'est pas la même. Voilà. Donc dans cette loi, vous avez la clause de conscience. Donc vous pouvez refuser de faire l'acte, mais il vous faut trouver un collègue qui va le faire à votre place. Cette loi, elle parle aussi de la formation. Il faut que tous les professionnels de santé soient formés. Aujourd'hui, tous les professionnels de santé ne sont pas formés aux soins palliatifs. Ceux qui ont le plus d'heures d'enseignement, c'est les infirmières, avec 45 heures sur leurs 3 ans d'études. Les aides-soignantes, elles ont 7 heures. Les médecins, ils ont 15 heures sur leur cursus. Je discutais avec des amis médecins, mais eux, ils étaient plutôt contre cette loi en se disant qu'aujourd'hui, une équipe médicale qui accompagne des gens dans une extrême souffrance, tout est fait pour alléger cette souffrance et que finalement, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont déjà faites. Et que l'axe était encore de pousser encore plus loin. Quand il y a une fin de vie et que la mort, normalement, la fin de vie est pour bientôt, oui, la sédation profonde, c'est tout à fait légal. Quelqu'un peut être dans le coma ou en tout cas sédaté pendant longtemps, mais c'est pas ça qui va faire qu'il meurt. C'est un arrêt cardiaque qui fait que la personne meurt. Et là, on a quand même une batterie de médicaments pour les aider à partir dans la sérénité. Moi, personnellement, on commence à parler du sujet et tout de suite on dit personnellement. Et donc on va forcément l'avoir avec le prisme de sa propre vie, de son propre vécu, de ce qu'ont vécu ses grands-parents, ses parents et autres. Tu veux savoir un peu, moi, ce que je pense par rapport à ça? Je sais que j'ai un avis très assez poussé par rapport à ça. Ma position en règle générale sur le suicide est assez particulière au sens où je pars du principe que si c'est vraiment un choix de la personne, il faut le respecter. Bien sûr, il y a des personnes qu'on peut considérer qui n'avaient peut-être pas toute leur tête ou on n'avait peut-être pas toutes les réponses, on n'avait pas apporté le soutien nécessaire pour que ça aille mieux, mais malgré tout, quand on en arrive à ce niveau-là, à cet acte-là, c'est que voilà, la personne a fait ce choix quelque part. Selon moi, selon mon point de vue, encore une fois, je pense que c'est encore assez particulier. Alors il y a une chose que j'ai envie de dire, mais qui n'est pas forcément une anecdote précise. Quelque chose que je vais dire et que j'ai l'impression que les gens ne savent pas, c'est qu'on va tous mourir. Et je vais donner un exemple. Quand je rentre dans les soins palliatifs, à chaque fois, je prends un moment avant de passer la porte parce qu'il y a la Caroline humaine, la fille de tous les jours qui n'est pas thérapeute, se dit « tu vas rentrer là-dedans et c'est quand même tous des gens en fin de vie, tu vas pousser la porte, c'est lourd ». Et puis je me raisonne et je vois 2 ambulanciers sortir de l'ascenseur et je me dis « mais eux aussi, ils vont mourir. On va tous mourir, ni plus ni moins que les personnes qui sont aux soins palliatifs. Et si j'ai un conseil à donner aux gens, vivez. » Ça se passe en Belgique. C'est l'histoire de mon amie Micheline. Et Micheline, elle a 80 ans il y a 2 ans. 80 ans, on lui a diagnostiqué déjà il y a quelques années un cancer qui est maintenant métastasé. Elle est consciente, elle vit, elle ne souhaite pas bénéficier des traitements. Elle ne veut absolument pas
que la tumeur au cerveau l'atteigne dans sa possibilité de parler, d'être en communication avec les gens et d'être autonome. Et donc elle décide de mourir. Voilà. Elle s'adresse donc à un service hospitalier, à un service médical dont c'est la vocation. Et elle arrive là et elle dit « je veux mourir tout de suite ». Et là, les professionnels disent « non, ça, non. On va attendre quelques jours, on va vous aider un peu à aller mieux ». Et ça lui permet en fait ces 2-3 jours de répit, ou 4-5 jours de répit, de prendre le temps de recevoir et d'accueillir et de dire au revoir à tous ses amis. Le bon moment de mourir, je pense qu'il n'y en a jamais. Ou tout le temps. Je sais pas. Le meilleur moment pour mourir? C'est une très bonne question. Le meilleur moment pour mourir, j'ai envie de répondre spontanément le plus tard possible. Évidemment, ce sont des situations, c'est un peu idéal, on va dire, cette description, parce que toutes sortes de situations peuvent évidemment se présenter, mais je mettrais ça en opposition avec l'obligation presque devant laquelle on se trouve, de se trouver dans des soins palliatifs, avec des sondes qui nous nourrissent et qui nous hydratent, avec de la morphine, en attendant une agonie plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse. Je sais bien que les services de soins palliatifs et la plupart des médecins font en sorte que la souffrance soit la plus réduite possible, mais ça n'empêche qu'on voit bien qu'il y a deux modèles un peu qui s'opposent là, je le répète, hein, l'aide active à mourir et l'aide passive à mourir. Je pense que le débat, il est là en fait, sur qui peut choisir de donner la mort. Pour moi, il devrait y avoir des moyens où tu peux t'arrêter de vivre. Enfin, pas du coup le suicide, mais plutôt des cachets ou des piqûres ou des soins médicaux qui font que tu meurs et te font arrêter ton cœur, quoi. Je pense qu'on ne peut pas savoir avant d'être proche de la mort. Tu ne mettras pas ça dans le film, mais on a une patiente là, comme ça. C'est exactement ça. 97 ans, tu sens que le corps, le corps petit à petit, voilà. Mais elle est encore là et pourtant, et tous les jours, et puis ça fait des années, hein, ça fait des années que tous les jours, elle nous dit que... Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est encore là? Alors que... Il y a plein de fois, elle aurait pu y passer. Et je suis persuadée qu'en fait, il doit encore se passer un truc. Il y a un truc qui n'a pas été dit, il y a un truc, une conversation qui n'a pas eu lieu, il y a quelqu'un qui la retient, ou il y a... Ça, j'en suis persuadée. Pour moi, il doit encore se passer un truc. Et je pense qu'à 97 ans, si mon corps me dit... Enfin, voilà, si je suis encore là, que j'en peux plus, mais si je suis encore là, c'est qu'il doit encore se passer un truc. Alors j'ai suivi, hein, je sais qu'il y en a qui voudraient que ce soit un dossier complet et d'autres qui voudraient que ce soit séparé. Pourquoi? Honnêtement, j'ai pas tout regardé. J'ai pas tout regardé, mais je sais qu'il y a ça actuellement qui est débattu. Je suis pas allée plus loin. C'est un sujet qui est tellement fort, qui est tellement que quand on y est confronté, je suis désolée. En janvier 2025, on a reculé par rapport à la loi qui devait être votée en 2024. Là, le Premier ministre, François Bayrou, a parlé de scinder un texte commun en deux parties. Il y a un risque en scindant ces lois en deux parties qu'il n'y ait qu'une partie qui soit votée. On connaît ses positions très claires sur le projet de fin de vie depuis 2022. Il s'oppose clairement à une aide à mourir. Alors que ce texte est le fruit d'une procédure de concertation citoyenne. Si on ne peut pas être maître de sa mort, on ne peut pas être maître de sa vie. C'est-à-dire, si on n'a pas la possibilité d'être maître de sa mort, il me semble que ça obère, ça limite le fait d'être maître du chemin de vie qui mène à la mort. Je pense que philosophiquement, enfin, dans la conception d'une certaine forme de vie, et en fait, là c'est peut-être un peu polémique, mais ceux qui s'opposent à cela
hein, et notre cher Premier ministre, voilà, qui est un catholique pratiquant. Je respecte évidemment ces conceptions-là. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a de bonnes conceptions et de mauvaises conceptions. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas de raison que les conceptions, on va dire, portées par l'Église catholique s'imposent à tout le monde. Et qu'en fait, on soit obligé de se soumettre à la position, on va dire, de l'Église catholique et de la plupart des grandes religions, hein, donc, qui ont évidemment toutes leurs valeurs, hein, qui sont structurantes aussi du champ social. Bon, ils nous ont dit la même chose, si on faisait l'euthanasie, si on autorisait l'euthanasie, que ça allait rompre le contrat social, parce qu'on allait, une exception d'euthanasie, on allait autoriser une forme d'assassinat ou de tuer des gens. On a entendu ces discours-là, même pour l'accès à la contraception, on a entendu ces discours-là pour l'avortement, on a entendu ces discours-là pour le mariage pour tous. Enfin, à chaque fois qu'il y a la possibilité d'une maîtrise des humains sur leur propre destinée, on entend ces discours qui viennent indiquer que ceux qui veulent maîtriser nos vies veulent aussi maîtriser notre mort. Lorsque l'on regarde les pays qui ont déjà pris des décisions législatives par rapport à cette aide médicale à mourir, les pays les plus ouverts sont des pays dont la relation État et religion est la plus éloignée, ou des pays dont la religion est plus le protestantisme que le catholicisme. On a chacun nos croyances. Pour moi, la religion, en tout cas pour la personne qui va mourir, peu importe ce qu'on croit et en quel Dieu on croit, pour moi, elle a toujours aidé. Dans ce que j'ai pu voir, finalement, ça a toujours été, peu importe le Dieu, ça a toujours été finalement un truc à se dire, on n'est pas tout seul, et puis en fait, voilà, il va se passer quelque chose, quoi, on ne sait pas, personne ne pourra raconter, mais il va se passer un truc, et finalement, ça, pour ceux qui avaient cette religion et cette croyance, moi j'ai trouvé que ça, finalement, ça a toujours... Après, peut-être que je dis ça parce que je suis croyante, mais en tout cas, parfois, j'ai trouvé que ça apaisait beaucoup de situations. Les religions n'ont pas le même avis sur la fin de vie, n'ont même pas les mêmes avis sur ce que devient le corps ou ce qu'il faut faire du corps quand la personne décède, quels soins on y apporte, quelles funérailles, comment se déroule le deuil. Toutes les religions sont très différentes. On a beau dire je ne vais plus, je ne suis pas pratiquant, je n'ai pas de religion, il y a quand même les siècles de religion derrière, hein, qui font qu'au fond de la personne, il y a toujours un petit truc, pouf, une bulle qui remonte, justement la culpabilité, ce choix qu'on n'a pas le droit de faire, parce que voilà, même des gens que je connais qui ne sont pas du tout effectivement ni pratiquants ni affinés à quelque religion que ce soit, mais qui ont toujours des doutes ou des réticences. Je crois que ça va être long à effacer ça, sauf si effectivement l'autorisation vient de l'État et que ça va devenir quelque chose de plus banalisé. Alors banalisé, attention, hein, c'est un terme qui veut dire qu'on aura le droit. C'est ça surtout. Parce que c'est pas quelque chose de banal. Dans la religion catholique, on n'a pas le droit au suicide, ni à l'aide au suicide. Par rapport au fait de demander la mort, alors qu'effectivement dans les religions, c'est pas tolérable. Ce serait mieux si, une fois qu'on dit au ciel, voilà, il est temps que je rentre à la maison. Ce serait mieux si le ciel écoutait votre demande. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, je pense que le débat religieux doit évoluer, clairement. Le rêve des gens, enfin dans l'idéal, les gens disent je suis dans mon lit, j'ai parlé à tout le monde, je pars, j'ai réglé mes problèmes, tout. En fait, ça se passe, je pense, très rarement comme ça, je pense. Parce que les décès que j'ai eus autour de moi, ça a toujours été douloureux physiquement pour les personnes, malgré toutes les aides qu'on pouvait leur apporter. C'est violent, c'est très violent. Sur les quelques fins de vie que j'ai pu accompagner et d'avoir été là jusqu'au dernier souffle, c'est waouh. C'est très prenant. Je dirais pas qu'il y avait de l'acharnement, mais on avait des personnes
qui était maintenu en vie, des fois dans des états de douleur incroyables, parce que c'est un sujet qui était tabou. Moi, je vois personnellement, je pense que mes grands-parents ont vécu leurs dernières années en maison de retraite dans un état délabrement physique et intellectuel total. Donc d'un côté, ce qui était rassurant, c'est qu'ils avaient peut-être sans doute plus conscience de leur propre état, de leur propre... mais après, il y avait tout ce qui était sujet de douleur et autres. Et puis, on sait que dans les EHPAD, parfois, c'est quand même pas la joie non plus. Je me dis jamais, moi, je n'accepterai de finir dans un état comme ça, quoi. Il faudra qu'à un moment donné, j'en parle peut-être à mes enfants, alors, on a le temps, mais de voir un peu avec eux que je sois apte de mes choix, en fait. Le libre arbitre, c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de nos choix, véritablement? La liberté, le libre arbitre, c'est relatif, toujours. Toujours. Donc, ce n'est pas plus délicat dans les situations de fin de vie que dans les situations de la vie courante où on décide de se marier, on décide de travailler, on décide de faire ceci, cela. Donc le libre arbitre, c'est une vraie question. Donc, a priori donc, on va considérer, je ne vois pas bien comment on peut faire autrement, que eh bien, la personne qu'on a en face de nous, elle est libre. Voilà. À partir du moment où elle est là, elle est libre. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas vrai fondamentalement, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, si, c'est vrai fondamentalement, mais il y a des choses qui empêchent cette liberté. On va par exemple tenir compte de son entourage. En prenant en compte son entourage, on perd un peu de sa liberté d'une certaine façon. Mais bon, le libre arbitre, c'est quelque chose de toujours relatif. Et donc si on n'est pas dans cette sorte d'a priori que la personne qui est en face de nous, je me répète, mais est libre, et que ce qu'elle nous dit est ce qu'elle pense, eh bien... on ne peut pas s'en sortir en fait. Si on commence à prendre en compte tel ou tel aspect qui viendrait limiter, réduire le libre arbitre de la personne, de fait, on ne la considère plus comme libre. C'est une question délicate à laquelle j'ai déjà réfléchi et à laquelle il m'est quasi impossible de répondre parce que pour moi, il y a trop de facteurs extérieurs qui peuvent modifier ma réponse et le libre arbitre d'une personne. À l'heure actuelle, en 2024-2025, 80% des demandes de soins palliatifs, de lits palliatifs pour les malades, n'ont pu être mis en place faute de moyens ou de place. Je sais aussi que plus de 90% de la population française, selon les sondages IFOP, sont favorables à une loi qui aide à mourir. Ça fait peur parce qu'il y aura le départ. Et je me dis, si on n'est plus capable de dire qu'on veut partir alors qu'on souffre quelque chose d'abominable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision, enfin qui ait l'autorisation. Et d'un autre côté, c'est tellement tabou. C'est tabou. Parler de ce qu'on veut pour notre fin, ça ne fait pas venir la mort, mais par contre, ça peut solutionner plein de situations. On parle beaucoup des directives anticipées. C'est super si vous arrivez à les écrire, mais si surtout vous arrivez à en parler, c'est primordial. Dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Voilà. En sachant que vous pourrez changer d'avis à tout moment. Faites-vous des cafés mortels. Invitez votre famille, vos frères, vos sœurs et parlez de ce que vous voulez pour votre fin de vie. Souvent les gens ont peur, mais après ils apprécient et au moins on sait. Voilà. Plus c'est préparé, plus les deuils après se règlent, se passent le mieux possible. J'ai fait des démarches, moi, en ce sens. J'ai rempli un papier, je ne sais même plus ce que c'est. Moi, j'avais accompagné une personne à l'hôpital. Et à un moment, on m'a fait voir un papier en me demandant si ce papier était toujours valable, c'est-à-dire je ne poursuis pas les soins en cas de, etc. Et la seule chose que j'ai pu répondre à la personne, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, j'ai dit oui, parce que là, on y est. Il y a plusieurs moyens légaux pour l'instant pour donner son choix quant à la fin de sa vie. Il y a les directives anticipées,
qu'on peut rédiger ou dicter, qui sont toujours modifiables mais qui sont ad vitam aeternam et qui sont contraignantes pour le médecin. Donc, pour l'instant, comme il n'y a pas de loi, on ne peut pas dire qu'on souhaite mourir. L'équipe médicale peut aussi s'appuyer sur les témoignages du patient qui peuvent être récurrents ou des demandes qui peuvent être présentes depuis longtemps. Et il y a aussi le recours à la personne de confiance. S'il n'y a pas de directive anticipée, s'il n'y a pas de document administratif, c'est elle qui prendra les décisions pour le malade. Mais dans la loi, dans le projet de loi actuel, il faut que ce soit le patient lui-même qui fasse cette demande. Il faut une sacrée réflexion pour dire bon, maintenant je veux y aller, maintenant. Enfin, je sais pas, hein, c'est douloureux, c'est difficile. Hein. Bon, déjà, pour arriver là, c'est une réflexion de toute une vie. Hein? Voilà. Il y a plein de tabous, il y a plein de... Puis c'est fini, hein. Après il n'y a plus rien, quoi. Autour de moi, j'ai eu des gens qui étaient très très malades, dont la fin était irrémédiable dans des conditions impossibles. Et à un moment, on dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut... Et puis après, l'instant d'après, on dit, mais je peux rien faire, puis je veux pas faire. Enfin, je voudrais, mais je voudrais pas. Je me sens impuissante parce que... Ouais, je me sens impuissante. Enfin, on essaye de redonner un petit coup de bonheur, un petit coup de... Mais c'est... Voilà, ça nous dépasse. Clairement, ça nous dépasse. Mais je pense que même si c'est des gens qui nous le disent et qui nous le disent tous les jours, j'en ai marre, je veux en finir, etc. Finalement... il y en a plusieurs qui me disent si je savais que j'étais sûre de mourir, je le ferais. Il y a la peur de se rater. Mais on est là, on discute et puis les journées passent. Je sais que si on lui propose quelque chose pour mettre fin à ses jours de manière paisible, elle aimerait bien, mais il n'y a rien qui existe et elle n'est pas dans les bons critères. Donc sa seule solution, c'est d'attendre ou d'arriver avec des méthodes qui ne lui conviennent pas, quoi. C'est des gens qui sont âgés, qui sont plus aussi en forme qu'avant et qui aimeraient mourir tant que ça va encore pas trop mal et avant de souffrir vraiment. Et eux, on a rien. Moi, je me verrais pas clairement donner la mort à quelqu'un, quoi. Moi, dans le cadre de mon métier, en tout cas, je le conçois pas. Je suis infirmière. En expérience personnelle, il y a déjà la réflexion et les inquiétudes que j'ai par rapport à ma situation familiale. J'ai une maman qui a un début d'Alzheimer et j'ai un papa qui a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. Dans mes visites en EHPAD ou en soins palliatifs, j'ai eu des témoignages de personnes qui voulaient mourir, qui demandaient à l'équipe médicale de l'aide ou à nous, bénévoles, d'intervenir. Et j'ai pu aussi voir la souffrance de personnes qui n'ont pas de maladie incurable, qui ne savent pas quand elles vont mourir, mais qui sont juste en solitude ou en tristesse, en EHPAD, sans famille, sans visite, et qui en ont marre et qui attendent de mourir. Elles ne rentrent pas dans le cadre de la loi, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. C'est quand même terrible que des gens qui savent, qui ont réfléchi, qui savent que c'est irrémédiable, qui veulent mourir avant de trop souffrir, qui veulent qu'on leur donne la permission de partir, c'est quand même dommage qu'on ne le fasse pas, quoi. Je n'ai jamais eu peur de la mort depuis toute petite. J'en ai connu. Il faut respecter la demande de chacun. Chacun a un parcours que je ne connais pas. Donc je n'ai pas à juger, je n'ai pas fait son chemin à sa place. On n'a pas à juger, on n'est pas à la place des gens. Pour l'instant, la future loi prévoit 5 conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir. Il n'y a pas de notion de suicide assisté ou d'euthanasie active dans le projet, juste aide à mourir. Il faut être majeur,
il faut être de nationalité française ou résider en France, il faut être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic à court terme, il faut être réfractaire au traitement, être dans des douleurs psychiques et psychologiques, et il faut être apte à demander cette aide à mourir. Et pour l'instant, la loi ne prévoit pas de donner cette possibilité-là aux malades qui ne sont pas en phase terminale ou des malades psychologiques. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont ouvert, au bout de quelques années, l'aide à mourir pour des maladies qui sont des maladies psychiatriques. Mais pour l'instant, en France, ça ne fait pas partie du projet de loi initial. On va dire que d'un côté, on n'a pas le choix de naître, en fait. Donc, on arrive, mais qu'on soit dans la possibilité de choisir aussi comment on part. En fait, on choisit déjà pas de naître. Et je me dis que la plus grande liberté qu'on pourrait avoir, c'est notre capacité à pouvoir choisir de mourir quand on veut et de la manière que l'on aimerait le mieux. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait décider de notre vie, en fait? Pour citer un président français qui a vu naître la loi sur l'IVG, peu importe ce que je pense, moi personnellement, ce qui est important, c'est ce que pense le peuple français. Et le peuple français, à 90%, est prêt à voir la loi sur la fin de vie évoluer.